moi. Voilà. J'ai beaucoup de bonheur d'avoir des enfants. Simplement, je me suis rendu compte assez tardivement qu'il y avait un changement de génération. Alors, tout d'abord, et pour me mettre les bonnes grâces de Gérard de mon côté, il parle beaucoup mieux l'anglais que moi. Deuxièmement, moi je pensais benoîtement que quand on choisissait un métier à l'âge de 23-24 ans, et ben on faisait son métier jusqu'à la fin de sa carrière, jusqu'à l'âge de 64 ans ou plus, pour beaucoup. Et donc je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait une génération Y qui s'arrêtait, qui voulait donner un nouveau sens à leur vie professionnelle, à un tournant que moi je n'avais pas connu. Et troisièmement, pour vous présenter Sophie, je vais faire appel à son beau-père qui, le jour de leur mariage, donc il y a bientôt 20 ans, ce sera 20 ans au mois de septembre, le jour du mariage, a dit c'est quand même dommage avec Sophie, parce que Sophie ne sait pas marcher. Sophie ne sait pas marcher, elle court toujours. Et donc, à Sophie, à toi de nous montrer à quelle vitesse tu cours. C'est très émouvant de parler ce soir, voilà, d'être dans ce cadre familial pour moi et du coup professionnel, donc je suis ravie. Vous m'entendez comme ça va? Ouais. Et donc je suis ravie d'autant plus de pouvoir vous présenter cette société qui a un nom anglophone, HillShape. Alors, je rassure tout le monde, les Français on n'arrive jamais à la prononcer, HillShape, parce que ça a du sens. Hill, c'est soigner, évidemment, shape, la forme, et que pour nous, on avait tout de suite une ambition, c'était de faire une entreprise avec une visée internationale. Donc voilà, c'est un nom anglophone, et ma présentation, et il y aura des mots anglais partout, mais il n'y a pas beaucoup de mots, et je parle en français. Et je parle beaucoup mieux français qu'anglais, donc pas de problème. Very good, my friend. Parfait. Alors, je vais vous présenter du coup une entreprise qui est une entreprise lyonnaise qu'on a créée à Lyon, donc à visée internationale, de la reconstruction mammaire. Et alors, pour vous éviter, donc je vous évite pas les mots d'anglais, mais je vais vous éviter d'avoir à mettre une blouse pour aller visiter un laboratoire, mettre une charlotte, mettre des surchausses là. Je vais vous faire une petite visite, vous allez voir, avec un petit film. Alors, je vais sortir de ça. Attendez. Ah oui. Google en français. Ça y est, c'est bon.
une petite vidéo que je voulais vous présenter pour pouvoir vous mettre dans l'ambiance de ce qu'on fait. Alors, c'est un peu presque la ligne d'arrivée là, et je vais vous retracer qu'est-ce qui fait qu'on arrive là, et je vais vous expliquer surtout tout ce qu'il y a là, donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas pu voir depuis tout là-bas, je vais bien vous expliquer, mais en gros, ce qu'on fait, c'est de la reconstruction mammaire, avec une solution très innovante. Alors, pour arriver là, je vais d'abord me présenter, parce que il y a 4 ans, sincèrement, je pensais jamais que je serais là devant vous ce soir pour vous parler de cette aventure. Vraiment jamais, jamais. Et ce produit qu'on développe, on n'imaginait même pas qu'il puisse voir le jour. Alors, je m'appelle donc Sophie Braque de la Perrière. Donc j'ai l'illustre honneur d'être la fille de Xavier et Florence Chaumont. Je suis diplômée. Donc je suis diplômée d'HEC, où j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer mon mari, qui est là aussi ce soir, Arthur. Et debout. Après HEC, on avait beaucoup, on avait envie de sens et d'aventure. Du coup, on est parti pendant plusieurs mois faire du backpacking, parcourir plusieurs pays et travailler dans des ONG. Voilà. Donc déjà ce goût de l'aventure, donc c'est très bien en plus parce que ça permet de bien tester les acquaintances avec son mari. Et donc là on est mariés, 20 ans de mariage, 4 enfants, et donc c'est génial parce que quand on a vécu toutes les aventures, ça ne peut que marcher ensuite. Et donc après ces aventures, il fallait quand même bien gagner sa vie, donc je suis partie dans le groupe Sanofi, donc Sanofi Pasteur, donc le groupe pharmaceutique. J'ai travaillé principalement en business development. Donc, business development, c'est quoi? C'est des acquisitions, des cessions d'entreprises, des partenariats, où je suis arrivée un peu là par hasard, je vais vous dire, mais ce que j'adorais, c'était de pouvoir gérer une équipe multidisciplinaire, travailler sur des aspects ultra stratégiques en défendant des gros dossiers au niveau du comité exécutif, et puis aller mettre dans le cambouis pour aller constituer une data room, donc toute une session de documents pour vendre, ou d'aller visiter des sites, ou d'aller discuter avec les filiales, de réfléchir à comment on fait. Ça, j'adorais. Voilà. Je faisais d'un sujet à l'autre, c'était passionnant, c'était à l'international. Ensuite, j'ai continué à faire du business development en allant chez Sanofi Pasteur, donc dans les vaccins. Sanofi Pasteur, c'est à Lyon. Et avant, j'étais à Paris avec mon mari. Et du coup, Lyon, il y avait pas mal d'attaches, notamment j'avais ma famille. Et donc, envie de revenir un port d'attache, parce que Braque de la Perrière, comme vous imaginez bien, c'est un nom bien lyonnais. Voilà, donc, j'ai permis à mon mari de créer sa boîte sur Lyon, surtout en revenant sur Lyon. Et donc, j'ai travaillé chez Sanofi Pasteur, toujours en business development, avec beaucoup de partenariats à l'international. Donc, toujours international, mais c'est du transfert de technologie des vaccins pour accéder à des nouveaux marchés. Donc, comme vous voyez, il y a encore des sujets très différents. Et puis, j'ai pris un poste de management pour gérer toute l'équipe d'export des vaccins. Donc, on avait plus d'1 milliard d'euros qui passaient dans mes équipes. Et là, donc, après toutes ces expériences de business différents, de pays différents, de personnes différentes, j'avais toujours ce goût de l'aventure et d'avoir encore plus de sens. Et du coup, fin 2018, début 2019, j'ai décidé de partir pour l'entrepreneuriat. Donc, grosse décision, je me suis dit maintenant, il est temps, j'ai fait mon temps dans ce grand groupe, et il est temps de partir pour enfin mettre mon énergie dans quelque chose à quoi je crois encore plus. Et donc, grande décision, avec un premier projet en tête, mais sincèrement, un projet qui était plus pour m'aider à partir, parce que j'étais tellement dans mon boulot que j'avais du mal à vraiment mûrir quelque chose à côté. Et c'est bien de pouvoir se laisser mûrir des projets, puisque en partant, en fait, très rapidement après, j'ai rencontré mes associés. Mes associés, ce sont 5 cofondateurs qui étaient tous dans des domaines différents mais scientifiques. L'un dans l'impression 3D, d'autres dans l'ingénierie tissulaire, chirurgien, une pharmacienne et ingénieure dans les biotechnologies. Et ils avaient un super brevet, super techno. Mais ils s'étaient rendus compte qu'au bout d'un moment, il fallait bien que quelqu'un porte le projet. Eux avaient tous leur boulot à côté. Et ils se sont dit, tiens, on pourrait trouver une CEO. Donc une CEO, chef d'entreprise. Et moi-même, qui avais un vague projet en tête, je me suis dit, rencontrons-les. Donc on a discuté,
coup de cœur pour l'équipe, coup de cœur pour la complémentarité de nos compétences. Je voyais bien ce qui leur manquait et je voyais bien tout ce qu'ils pouvaient apporter, pas tout ce qu'ils apportaient évidemment. Et coup de cœur pour la techno. La techno, c'est de la bioimpression, donc c'est de l'impression 3D avec des cellules. Voilà. Donc on était capable de recréer de la peau par impression 3D, en extrayant les cellules de la patiente, en les mélangeant à une encre pour l'imprimer, donc un hydrogel on dit, et on imprimait pour pouvoir faire un tissu in vitro, voilà, donc, à l'extérieur du corps. Donc je trouvais ça fou, voilà. Fou. Mais, et donc très rapidement, on a commencé à se dire, on pourrait en faire quelque chose de cette technologie. Et donc, on a décidé de travailler sur notre projet, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros besoin dans le cancer du sein, dans la reconstruction notamment, reconstruction mammaire. Et on a réussi à se faire financer par une institution publique pour commencer vraiment à s'équiper avec une imprimante 3D, avec des ingénieurs. Et donc on a eu tout le financement et donc on a pu créer IlShape, donc la société, en janvier 2020, avec vraiment tout de suite une volonté de se dire on va voir grand et on va être ambitieux parce que notre projet, si ça marche, il faut que ça marche pour le plus grand nombre. Il faut que les patients puissent tous bénéficier de cette solution. Donc janvier 2020, on crée la société avec des premiers financements qu'on avait obtenus. Et là, ça a continué. On a gagné un concours sur l'innovation, un concours national qui est très élitiste, on va dire. On l'a eu. Donc, énorme légitimité par rapport à ce concours, des sous encore à la clé, donc ça donne encore plus de moyens. L'équipe a pu grossir, donc 6 cofondateurs, 2 salariés. Et on a vraiment travaillé à partir de cette première technologie que je vous disais, qui faisait de la bioimpression, donc de l'impression avec des cellules. On a vraiment travaillé pour simplifier au maximum notre produit. Parce que l'idée initiale, c'était de se dire, on va peut-être reconstituer un sein in vitro, donc hors du corps, en imprimant avec les cellules de la patiente qu'on aura pu extraire et cultiver, on va les mettre dans cet hydrogel et on va faire la forme d'un sein qu'on va laisser dans un milieu stérile, on va attendre que ça mature et on va pouvoir greffer ce sein chez la patiente. Génial l'idée, mais vous imaginez le temps, les moyens, le coût à l'arrivée pour une solution pareille et surtout les risques, parce que d'aller extraire les cellules, de ne pas se tromper, de ne pas avoir des problèmes de stérilité, quelque chose de très compliqué. Avec ce greffon qu'on voulait faire donc hors du corps, in vitro, on était dans un médicament de thérapie innovante, donc quelque chose de le nec plus ultra de la complexité pour pouvoir apporter un tel produit. Nous, on a travaillé pour simplifier un maximum. Je voulais vraiment qu'on ait quelque chose de beaucoup plus simple, et donc on a travaillé sur la même chose, c'est-à-dire une forme d'un sein, mais tout se passe dans le corps de la patiente. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tout ça dans une imprimante 3D, un milieu stérile, on fait maintenant juste la bioprothèse, mais c'est déjà énorme, cette bioprothèse qui est d'hydrogel, mais sans les cellules. On fait cette matrice qui est poreuse, et on va l'implanter c'est le chirurgien qui va l'implanter chez la patiente, et qui va faire un transfert de graisse. Et c'est ça qui va permettre à cette bioprothèse, qui va agir comme un support pour que les tissus se régénèrent, et ça va se résorber en quelques mois. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de donner les moyens à la patiente de pouvoir se régénérer, se guérir grâce à ses propres moyens, mais avec juste cette bioprothèse qui est naturelle et régénérative. Alors, j'en parle un peu plus, mais voilà, c'était vraiment ça l'idée. Et du coup, on est passé d'un médicament de thérapie innovante, quelque chose de très très complexe, à un dispositif médical, qui est le plus complexe, parce qu'on est de classe 3, je vous ai expliqué, mais qui est beaucoup plus simple quand même pour aller jusqu'au patient, et beaucoup moins coûteux à développer, et beaucoup moins coûteux surtout à la fin. Parce que notre objectif, c'est quand même qu'on ait un produit qui soit remboursé, parce que un cancer du sein, il est hors de question que ce soit les patients qui portent ça. Donc c'est ça le gros enjeu qu'on a eu, notamment en 2020-2021, de pouvoir travailler sur cette bioprothèse, un produit qui existe. Là voilà. Et ça nous a demandé beaucoup de travail de pouvoir bien structurer l'entreprise, bien réfléchir
voilà, avoir la bonne équipe, le bon produit. Et en 2022, donc l'année dernière, on a réussi. On avait eu beaucoup de financement initialement, d'appels à projets, de subventions, de prêts. Et là, on a réussi à faire une grosse levée de fonds de 6 millions d'euros avec des fonds d'investissement et des fonds d'investissement. Et cette levée de fonds, elle était incroyable parce qu'à notre stade de développement, elle nous permet d'aller bien plus loin, à un stade qui est vraiment là où on aura... Enfin, ça nous donne vraiment les moyens de notre ambition. Donc on était très fiers d'avoir pu faire cette levée de fonds l'année dernière, de 6 millions d'euros, qui nous donne aujourd'hui les moyens de pouvoir... Voilà, on a déjà doublé l'équipe et donc c'est vraiment excitant de pouvoir avoir toute cette base-là pour pouvoir avancer. Alors, je vais vous dire là, comment on avait réussi à aller jusque-là. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous montrer, voilà, vous faire un petit laïus sur entreprendre dans la... Alors, désolé pour le mot anglais, mais health tech, donc la technologie dans la santé. Ça veut dire quoi la health tech, donc la techno dans la santé? En fait, en France, il y a plus de 2000 entreprises qui sont dans ce domaine-là, hein, donc tech santé, on va dire. Et dans ces entreprises, le gros, c'est quand même les biotech. Hein. Et derrière les biotech, c'est les medtech. Je vais vous expliquer ce que c'est, d'accord? Et après, on a tout ce qui est par rapport à tout ce qui est e-santé, donc c'est tout ce qui est numérique et d'autres diagnostics. Mais là, biotech et medtech, c'est les deux grandes types d'entreprises qui sont dans la health tech. Merci. Désolée pour les anglicismes, mais de la tech santé. Alors, c'est quoi la biotech? La biotech, en fait, c'est tout ce qui a trait aux médicaments. En fait, la biotech, elle ne fait que développer des médicaments. D'accord? Et un médicament, c'est quoi? Un médicament, c'est un cycle environ de 10 ans pour développer une molécule jusqu'à ce médicament. C'est un coût de développement d'environ 1 milliard d'euros. Et c'est différentes phases. On a la phase de amont, hein, de discovery, on dit. Après, préclinique, donc c'est avant d'aller sur les patients, pardon. Puis tous les essais cliniques, hein, les patients avec plusieurs phases, 1, 2, 3. Et ensuite, on a une AML, donc c'est une autorisation de mise sur le marché. Et ça nous permet d'aller sur le marché et de pouvoir vendre. Ça, c'est les biotech, d'accord? C'est là où initialement on devait être, nous, quand on voulait développer un greffon in vitro de sein, hein, on était dans un médicament, et c'était le médicament le plus compliqué, parce que thérapie innovante, c'est quelque chose de très très nouveau. Et donc, on voulait se lancer dans une aventure qui était sacrément difficile. Et on a beaucoup simplifié en allant de la medtech, d'accord? De la biotech à la medtech. Medtech, c'est quoi? C'est le dispositif médical, c'est la tech du dispositif médical, medical device en anglais. Et donc, dans ces dispositifs médicaux, c'est différent. Alors, on a toujours des cycles de développement, on a toujours pas mal d'années, mais c'est moins de 10 ans en général. On a toujours plusieurs phases, mais c'est un peu plus simple quand même dans le temps et dans le coût. En revanche, ce qu'on a, c'est qu'on a différents types de risques. On a, parce qu'un dispositif médical, ça peut être un thermomètre, ça peut être un fauteuil roulant, ça peut être, et ça peut aller jusqu'à un stent pour le cœur. Donc, vous voyez, il y a une gamme de produits qui est importante. Et donc, nous, évidemment, avec un dispositif qui est implantable, on est forcément dans la classe la plus élevée, qui est la classe 3, mais ça reste quand même un dispositif médical et pas un médicament, et donc c'est quand même, ça reste un peu plus simple. Donc voilà la medtech. Donc c'est pour vous remettre dans le contexte, qu'est-ce que c'est que d'entreprendre dans la santé. Donc on va maintenant revenir sur vraiment HealthShape, donc l'entreprise, et donc je tiens vraiment toujours à dire que HealthShape, c'est une entreprise de médecine régénérative. Parce qu'avant tout, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on régénère des tissus. Et c'est vraiment ça notre ADN. Nous, notre ambition, c'est vraiment de donner les moyens à l'humain, à l'homme et à la femme, de pouvoir se reconstruire avec ses propres tissus. C'est vraiment lui donner les moyens de se réparer tout seul. Et donc, notre première ambition, ça reste quand même la reconstruction mammaire avec cette bioprothèse. Et donc, pourquoi la reconstruction mammaire? Pourquoi la reconstruction mammaire? Parce qu'aujourd'hui, on a toujours beaucoup de femmes qui sont diagnostiquées pour un cancer du sein à travers le monde. On a plus de 2 millions de femmes chaque année qui sont diagnostiquées. C'est 60 000 femmes en France. Et donc parmi ces femmes qui sont diagnostiquées pour un cancer du sein, il y en a près de la moitié, il y en a 40% qui
subissent une mastectomie, donc une ablation du sein. C'est quand même la chirurgie qui permet le mieux de soigner le cancer du sein. Donc 40% qui subissent une mastectomie, et parmi elles, que 30% qui se font reconstruire. Ça signifie que 70% des femmes, elles acceptent de perdre leur intégrité physique à vie. Ce qui est un choix ou un non-choix, parce qu'aujourd'hui, on a le choix entre soit des prothèses mammaires, qui sont rapides de mise en œuvre, mais qui restent quand même à remplacer tous les 10 ans, avec des risques et des complications associées, et qui sont synthétiques. Donc ça crée des peurs chez les patientes. Ou alors elles peuvent avoir le choix avec d'autres solutions qui sont naturelles et qui sont chirurgicales, qui sont par exemple comme le lipofilling. On va transférer de la graisse, d'ailleurs dans le corps vers la poitrine, mais le lipofilling sans avoir un support, et la graisse qui est transférée, elle va se résorber. Elle va se résorber de 30 à 80%, donc ça veut dire qu'il faut renouveler l'opération tous les 3 ou 4 mois. Il faut un minimum de 3-4 chirurgies pour avoir un résultat, pour avoir du volume, mais sans résultat immédiat. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est soit du synthétique avec des peurs, ça crée des peurs, soit du naturel, mais avec une sacrée complexité d'un point de vue chirurgical et hospitalier. Et donc, on a, nous, passé beaucoup de temps à interroger des patientes, des chirurgiens, des experts. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il y avait un constat qui était assez clair, c'est que ces patientes, ce qu'elles voulaient, c'était 3 choses. C'était d'abord d'avoir une solution qui soit esthétique. Ça veut dire quoi, esthétique? Ça veut dire d'avoir immédiatement le volume et la forme du sein. Pas attendre des mois et des mois pour qu'il y ait un résultat. D'avoir une solution qui soit naturelle, pas de synthétique, pas de peur, pas de risque encore après le cancer du sein. Et c'est d'avoir une solution qui soit simple d'un point de vue chirurgical. Voilà. Ras-le-bol d'aller à l'hôpital, avoir quelque chose qui soit aussi simple que possible. Et bien c'est pour ça que nous, on a développé cette bioprothèse. On a développé notre bioprothèse mammaire, qui s'appelle U-Shape. Cette bioprothèse, c'est donc une matrice qui est poreuse et qui est à la fois naturelle, en fait, elle est naturelle parce qu'elle est faite à partir de matières qui sont biosourcées. Biosourcées, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des matières qui viennent de la nature. Et on n'a pas de synthèse, de produits de synthèse, de produits synthétiques dedans. C'est naturel. Cette bioprothèse, elle est imprimée selon le volume et la forme de la patiente, là, pour pouvoir répondre vraiment à son profil. Et elle va agir comme un support de régénération, une fois implantée, pour permettre au tissu de se régénérer. Et ça va être une chirurgie simple, parce qu'elle va se résorber de façon naturelle en quelques mois. Donc la femme va retrouver son propre sein en quelques mois, grâce à un implant transitoire et naturel. Donc, comme je vous le disais, on a un dispositif médical de classe 3. On a vraiment cherché à innover sur notre produit, mais on a cherché à vraiment s'inscrire dans le parcours de la patiente. Pour nous, c'était... Ah là, vous voyez l'impression, mais vous l'avez vu. Pour nous, c'était important... pour nous, c'était important. Autant on innovait dans le produit, autant on avait envie de vraiment s'inscrire dans le parcours de la patiente et dans le parcours du chirurgien. C'est-à-dire pas créer de nouveaux gestes chirurgicaux, pas de créer de complexité de ce côté-là. Donc, pour la patiente à qui on diagnostique un cancer du sein, elle va à l'hôpital, elle va rencontrer un chirurgien. Ensemble, ils vont décider du volume, de la forme de la bioprothèse. Nous, on va l'imprimer, on va la fabriquer. Il y a plusieurs étapes de fabrication avant et après. Et ensuite, on va donner cette bioprothèse au chirurgien pour qu'il puisse l'implanter chez la patiente et faire un acte de lipofilling, donc un transfert de graisse, qui sont 2 opérations, 2 actes chirurgicaux qui sont très connus, qui font déjà aujourd'hui. Très souvent, on pose une prothèse et on fait du lipofilling par-dessus. Ou on fait on fait du lipofilling. Donc c'est deux actes très connus qui permettent la régénération des tissus, du coup, de façon naturelle, du tissu adipeux, et qui permettent la résorption de la bioprothèse. Alors, vous avez vu dans le petit film tout à l'heure, mais je vais vous représenter pour bien vous expliquer. On est vraiment sur la conjonction de cette bioprothèse, donc cette matrice poreuse, qui est donc naturelle, avec du lipofilling, donc du transfert de graisse. Et tout ça, c'est le chirurgien en fait qui va faire l'acte qui va permettre la régénération. Parce que, voilà, pour pouvoir vous illustrer, je vais pouvoir vous montrer ça en parlant, c'est qu'on a la femme à qui on diagnostique un cancer du sein. Donc pour 40% d'entre elles, je vous disais, elles vont subir une mastectomie, donc une ablation du sein.
Le chirurgien va ensuite lui implanter une bioprothèse, transférer de la graisse, et cette bioprothèse elle va agir comme un support pour que les cellules de la patiente elles puissent migrer à l'intérieur, coloniser la bioprothèse, voyez, et ça va se revasculariser. Voilà. Et à terme, la bioprothèse, elle va se résorber de façon naturelle pour que la femme ne retrouve que son propre sein à la fin. C'est vraiment ça l'ambition. Donc, on est encore en stade préclinique, donc on est encore sur des essais in vitro, in vivo, avant d'être sur les patientes, d'accord ? Mais là, l'objectif, voilà, on s'avance de plus en plus, et notre levée de fonds nous donne vraiment les moyens de pouvoir aller jusque-là, donc on est très contents, parce qu'il y a des très belles choses en ce moment. Alors, pour pouvoir réaliser ça, du coup, je vous disais, on était 6 cofondateurs. Alors, voilà les 6 cofondateurs, donc c'est vraiment vraiment une belle rencontre, parce que des profils très complémentaires. Donc moi, donc aujourd'hui je suis la directrice, la présidente de la société. On a Caroline qui est à la fois pharmacienne et ingénieure et qui maintenant m'a rejointe depuis la levée de fonds pour pouvoir vraiment diriger tout le développement technique du produit. On a Amélie qui est experte en ingénierie tissulaire et qui s'occupe de tous les partenariats scientifiques qu'on est en train d'établir. Et on a 3 autres cofondateurs qui sont tous experts dans des domaines variés. Un chirurgien, Luciano, encore un expert en ingénierie tissulaire, Morgan, et on a Christophe Markel qui est un expert en impression 3D. Donc c'est vraiment l'équipe initiale, et aujourd'hui on s'est structuré en étant 3 dans l'équipe de management dans l'entreprise, donc finalement c'est nous les 3 femmes, et puis nos 3 experts à nos côtés qui ont toujours des liens avec nous tous. Et on a une équipe en pleine croissance avec des salariés qui sont arrivés dès le début, puis d'autres qui sont arrivés depuis la levée de fonds surtout. Donc 2 ingénieurs développement qui travaillent au laboratoire. On a une responsable qualité réglementaire. Alors dans le monde de la santé et dans le monde du dispositif médical, la qualité réglementaire c'est clé. C'est très important. Donc voilà, ça faisait partie des premiers profils qu'on a pu embaucher. Et on a un ingénieur impression 3D, design, simulation. Une office manager, maintenant c'est le nom, une assistante, et un assistant qualité, donc un petit jeune qui bosse sur la qualité avec nous aussi. Alors, donc, on a une équipe en pleine croissance, on a plein d'autres recrutements qui sont à venir, mais voilà, il y a une belle ADN dans cette entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'envie et beaucoup de sens à faire tout ça. Donc voilà pour la présentation de l'entreprise, et du coup, je voulais vous parler, voilà. Je vais vous parler de ça, qu'est-ce que ça veut dire un développement d'un produit de la santé. Parce que initialement, comme je vous l'ai dit, on avait une technologie. Moi j'ai rencontré mes associés, il y avait une superbe techno. Mais entre la techno et le produit, il y a tout un cheminement et un parcours à faire. Et c'est vraiment important. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure à quel point on parle toujours de attention, de ne pas être trop... poussé par la techno, qu'on veuille vraiment, à partir d'une techno, développer un produit, c'est clé. C'est en fait, c'est pas la techno, c'est qu'un moyen. En fait, c'est quel est le besoin des patients et des patientes à la fin, et comment y répondre au mieux. Et ça, on a beaucoup travaillé. Notre bioprothèse aujourd'hui, qui est un dispositif médical, elle répond à un vrai besoin, alors que notre greffon mammaire qu'on voulait faire initialement, qui était quelque chose de fou parce qu'on voulait faire un sein in vitro, ça répondait plus à une ambition de faire quelque chose d'incroyable qu'à un vrai besoin des patients, parce qu'à la fin on aurait un produit qui aurait mis des années et qui n'aurait pas été très bon marché, donc forcément pas évident, pas très accessible pour les patients. Donc ça c'est vraiment le premier point que je voulais vous dire. Et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur vers où on va. Donc évidemment c'est le marché, donc c'est toujours un peu dur dans la santé, on a du mal à parler de marché parce que c'est quand même des patients et des patients avant tout, mais dans un monde où c'est des gros moyens, donc il faut financer tout ça. Donc on parle quand même au final de grosses sous aussi. Et du coup, il se pose toute une série de questions quand on développe un produit. Alors, c'est pas séquentiel, c'est en parallèle, mais c'est plusieurs questions qu'on se pose. Évidemment, l'environnement concurrentiel, parce que nous, on connaît bien notre environnement concurrentiel aujourd'hui existant. Les prothèses mammaires, dans les dispositifs médicaux, il n'y en a pas beaucoup, donc ce sont les prothèses mammaires.
mais il y en a plein qui se développent, qui sont en cours de développement, voilà, qui cherchent à avoir aussi un produit qui arrive sur le marché. Et donc ça, c'est un vrai sujet de s'assurer qu'on n'est pas tout seul, parce que ça montre qu'il y a de l'intérêt, mais qu'on est en bonne posture pour pouvoir y arriver. Ensuite, on a la propriété intellectuelle. Ça, c'est très spécifique à la santé, hein, donc à la techno, on va dire. C'est qu'on a tout un savoir-faire et vraiment la valeur de l'entreprise, c'est son portefeuille de brevets. Voilà. C'est comment on a pu protéger tout notre savoir-faire, notre produit. Alors, le savoir-faire, on ne protège pas forcément. On appelle ça les secrets du savoir-faire. On ne va pas tout dévoiler, parce que dans les brevets, on dévoile tout. Hein. On a mis en place tout un portefeuille de brevets et du savoir-faire. Et les brevets, ils portent sur plusieurs niveaux. Ils portent sur la manière de faire, le procédé, ils portent sur le produit final, ils portent on a tout un échantillon pour protéger au mieux notre invention. Et nous donner les moyens de faire bien plus. Je disais, c'est notre première ambition, la reconstruction mammaire, mais l'idée, c'est que voilà, quand on peut reconstruire, on a toujours envie de reconstruire un peu plus. Après, je vous disais également que ce qui est très important, c'est le réglementaire et la qualité. Le réglementaire et la qualité, dans le monde du dispositif de la santé, tout est très cadré, heureusement. Et donc, pour les médicaments, on a besoin d'une autorisation mise sur le marché. Pour un dispositif médical, on appelle ça un marquage CE en Europe, ou une approbation par la FDA aux États-Unis. Mais voilà, on a tout un cadre à bien respecter. Il y a des étapes de développement et il y a des normes à respecter. Donc c'est vraiment très important cet aspect-là. L'industrialisation, voilà. C'est bien beau d'avoir une idée, c'est bien beau d'avoir un petit prototype dans un labo, mais c'est autre chose d'avoir quelque chose qui soit industrialisable. Comment on peut le répliquer, comment on peut s'assurer qu'on va répondre aux enjeux de nombre, de volume, de qualité, de prix. Donc ça aussi, on est déjà en train de travailler dessus, c'est pour vous dire, pour s'assurer que tout ce qu'on fait là, on a toujours l'optique de comment on l'industrialise. Et notamment l'imprimante 3D, c'est un gros sujet de notre procédé. Donc tout ça pour arriver sur le marché. Et quand je parle de marché, c'est à la fois des patientes, hein, c'est vraiment le cœur, donc patients, mais nous c'est vraiment les patientes, le cœur, mais c'est également, dans la santé c'est un peu plus compliqué parce que c'est un triptyque. C'est les patientes elles-mêmes, c'est les chirurgiens, parce que c'est les chirurgiens qui vont faire l'opération et qui vont être souvent les conseillers des patientes, enfin, pas les seuls, mais une part importante, et les payeurs. Les payeurs, je vous disais, la reconstruction mammaire, c'est trop important pour nous d'arriver à nous faire rembourser. Donc les patients n'ont pas à payer. Et donc ça veut dire que derrière, il y en a bien qui vont payer. Donc il faut s'assurer que notre produit il va répondre à des critères pour pouvoir avoir un statut de remboursement. Donc on est obligé d'adresser les problématiques de ces différentes parties prenantes. Tout ça, ça ne se fait pas sans financement. Voilà. Donc ça coûte évidemment des millions. Et le chiffre d'affaires, il n'est pas avant des années. Donc on a une petite équation compliquée là-dedans, c'est qu'en fait tout ça, aujourd'hui, on ne gagne pas un copec, mais on dépense beaucoup. Et donc comment on arrive à faire croire, à donner confiance aux gens, confiance à ces fonds d'investissement, à ces gens qui ont mis de l'argent chez nous, pour leur montrer que oui, on va y arriver, et qu'ils font bien de mettre leur argent chez nous parce qu'avec cet argent, on va faire des très belles choses. Ouais. Donc c'est un gros sujet, le financement. Et je vais vous dire, on a fait la levée de fonds l'année dernière, mais je suis déjà en train de regarder, il y a déjà des... Voilà. On est tout le temps l'œil sur le compteur pour s'assurer qu'on a toujours les moyens de ces ambitions. Et quand on parle de financement, c'est souvent lié, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que maintenant qu'on a fait rentrer les fonds d'investissement, il y a quelques petits comptes à redonner, du reporting, des organes, des instances de décision. Voilà. On a mis en place un comité stratégique que j'anime, et donc il faut bien s'assurer qu'ils sont à bord. Donc c'est un gros sujet. Là, on est en train de mettre en place un comité médical et scientifique également. On a un comité de patientes. Donc il y a plein de comités qui nous entourent parce que ce projet-là, c'est pas tout seul qu'on va pouvoir le faire. On est conscient depuis le départ que c'est parce qu'on sera bien s'entourer qu'on va y arriver. Voilà. Et on a toujours beaucoup œuvré pour avoir les bonnes personnes autour de nous.
Et enfin, bah voilà, donc c'est l'équipe évidemment, le point clé pour moi tout ça, c'est l'équipe, c'est comment l'équipe elle est investie de ce projet, de cette mission, comment elle va pouvoir faire justement les bons liens pour qu'on puisse y arriver, parce qu'il y a sacrément du boulot et on est tous convaincus qu'il y a un besoin et qu'on veut y arriver. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce que c'était qu'une entreprise, ce qu'on faisait nous, WheelShape, pour la reconstruction mammaire, et surtout, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise dans la santé, dans la health tech. Et donc, je vous remercie. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Une petite chose que tu as oubliée quand même là-dedans, que je n'avais pas dit par discrétion, je me connais, c'est que tu es simultanément en 5e année de médecine chinoise. Ça manquait. Uniquement les week-ends. Premièrement, qu'est-ce que c'est que vos produits biosourcés qui permettent de créer la base de votre sein reconstitué? Donc c'est un... Vous m'entendez là, si je parle comme ça, fort? Donc c'est un hydrogel, hein. Nous on a un hydrogel qui fait... En fait, on fabrique l'hydrogel, fait de ces matières biosourcées qui viennent de différentes sources naturelles, donc des plantes, on fait un mélange en fait pour pouvoir créer cet hydrogel. Et ce qui est génial, c'est que cet hydrogel, sa composition, il y a beaucoup d'eau, comme le corps humain. Dans notre bioprothèse, ce qui est important, c'est sa composition, pleine d'eau, comme le corps humain, et son architecture. Ces deux composants sur lesquels on a beaucoup travaillé. Cet hydrogel, il vous est propre. Et l'hydrogel, il nous est propre, il est protégé, en effet. Donc on l'a protégé par un brevet. Sur l'hydrogel, sur la façon de fabriquer, un procès de fabrication, et sur le produit fini. Gel. Que vous êtes à l'état de recherche actuellement chez l'animal, je suppose, vous faites vos études. Chez quel type d'animal? Alors, on est en préclinique. Alors, nous, on dit déjà qu'on est en préclinique. Hein. On se dit plus trop. On est déjà dans vraiment une feuille de route pour aller jusqu'à la clinique, hein, jusqu'aux essais sur les patientes. D'accord ? Et donc, on est en effet en train de faire des tests à la fois sur les in vitro, donc au laboratoire, et sur les animaux. Il y en a plusieurs modèles d'animaux qui sont petits, des grands, pour avoir une mise à l'échelle. Parce que l'objectif, c'est quand même de dérisquer un maximum. Mais qui est proche de l'homme, quand même. Oui. Ouais. On est obligé d'avoir quelque chose qui soit aussi proche parce que la première implantation, il faut qu'on soit quand même sur une patiente, on sera rassuré si on fait tous les tests avant. Deuxième question, est-ce qu'il y a un risque de rejet? Est-ce qu'il y a un risque de rejet? Alors, puisque non, comme c'est naturel, non, du coup, et puis ce sera un transfert des cellules de la patiente. Ce qui est super, c'est qu'on a déjà un recul sur le lipofilling, le transfert de graisse. Donc le lipofilling, on va prendre de la graisse ailleurs, on va le centrifuger et l'injecter au niveau de la poitrine. Donc ça, c'est les cellules de la patiente, il n'y a pas de risque de rejet avec ça. Après, la bioprothèse, ça reste quand même un corps étranger, même si c'est des matières naturelles. Il peut y avoir une petite réaction, mais pas... Est-ce qu'il y a beaucoup d'apports par rapport à une reconstruction sur un grand dorsal, prendre du tout d'ailleurs Alors, je ne vais pas montrer les photos, mais grand dorsal. Le grand dorsal, c'est un très beau résultat à la fin, mais c'est quand même beaucoup d'opérations. Une. Alors, chance, c'est une. Moi, j'ai parlé avec plein de personnes, mais ça peut aller jusqu'à 7. Enfin, donc, ça dépend. Non, mais je veux dire, il y a un éventail d'opérations. Un grand dorsal, il y a beaucoup de progrès en plus, mais bon, il y a quelques-unes où
il y a des mauvaises cicatrices. Après, il peut y avoir des choses beaucoup mieux. Hein. Mais là, du coup, l'idée, c'est de faire la même chose, mais sans avoir à prendre une partie du corps pour pouvoir reconstruire le sein. C'est quoi un grand dorsal? C'est qu'on va prendre un bout de tissu vascularisé ailleurs. Donc on va prendre un bout du muscle, du dos, on va prendre un bout dans l'abdomen, et on va le mettre au niveau de la poitrine. Donc c'est une opération qui est quand même assez lourde, enfin assez longue. Il faut des bons spécialistes pour pouvoir travailler dessus. Est-ce que c'est envisageable pour de la reconstruction faciale? Alors oui, du coup je disais... C'est que du tissu mou? Exactement, tout à fait. En fait, là on est vraiment... ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est vraiment le tissu mou. Après, on pourra voir, mais c'est tout ce qui est tissu mou avec du volume. C'est ça notre valeur ajoutée. Donc on peut faire après un sarcome, après il y a plein de choses qu'on envisage aussi. Sophie, entre le point de départ qui se situe à 3-4 ans, on va dire, à peu près, là, vous vous situez à peu près à quel stade? Bon, il y a la dimension technique que tu as évoquée, procédurale, je dirais presque. Suivant que vous êtes optimiste, très optimiste ou moins optimiste, le passage à l'industrialisation et commercialisation ensemble, ça représente quoi? L'objectif, c'est d'arriver en clinique d'ici 2 ans, et sur le marché d'ici 5 ans. Ouais. 5 ans. Ça revient à 10. Mais ce qui est génial, c'est que notre levée de fonds là, elle nous permet d'atteindre vraiment des jalons de valeur très importants. Enfin, c'est un petit jargon, mais d'atteindre des étapes de développement très importantes qui vont nous permettre après de pouvoir relever de l'argent, parce que c'est pas suffisant, hein, pour aller jusque justement l'étape de marché, quoi. De commercialisation exactement. Et donc ça, c'est pour ça que vraiment c'était génial de pouvoir faire une aussi belle levée parce que c'est long la recherche, enfin, le développement d'un produit, c'est très long, il y a plein d'aléas, et si on n'a pas des sommes importantes, c'est compliqué d'absorber ces aléas. Donc, C'est presque aussi long que J'ai une autre question. alors, est-ce que c'est aussi long que le médicament? Non. Ça reste long, nous. Alors, pourquoi nous c'est long? Parce que nous, on a il faut faire tout le cycle de régénération et de résorption. Donc nous, on est obligé d'avoir un temps, parce que nous, c'est à peu près 1 an. Donc ça va prendre du temps à cause de ça. Oui. Bon, je trouve votre idée assez géniale parce qu'elle est auto-immune. Par contre, ce que vous allez peut-être avoir géré, c'est la résorption. Parce que cette technique que vous utilisez, c'est une technique qui sont utilisées en chirurgie esthétique, l'injection de graisse. Et on sait qu'au bout de 3, 4, 5 ans, 7, 8 ans, 10 ans, il y a une résorption. Et je voulais savoir aussi où en sont vos principaux concurrents, parce que l'idée est très bonne, donc je pense que vous ne devez pas être les seuls. Et quels sont vos concurrents? Et voilà, il y a une course à faire. Ok, merci. Alors, le lipofilling, moi, j'ai pas le même recul. Le recul quand j'ai des différents chirurgiens, c'est que c'est pas évident en effet, il y a des patients, ça prend du temps pour avoir le volume nécessaire. Mais une fois que c'est là, en général, ça reste quand même. Nous, ce que ça va changer, c'est qu'en fait, on va apporter un support pour que les cellules puissent s'accrocher. Et donc se vasculariser plus rapidement et ça va moins ça va pas se nécroser. Donc l'idée, c'est que vraiment avec cette bioprothèse, on n'est pas besoin d'une opération. On n'a pas besoin de multiples opérations. Donc c'est ça par rapport au lipofilling, et après ça reste normalement. La deuxième question, c'est par rapport à la concurrence. Alors oui, il y a la concurrence. J'ai envie de dire tant mieux. Il y a un vrai besoin et il y a une multitude de situations. Chaque patiente, elle a une histoire très différente et quelque chose de vraiment différent. Donc tant mieux si on peut être plusieurs, parce que ça veut dire que si on est plusieurs, tout le monde n'arrivera pas jusqu'au marché déjà. Et puis je ne suis pas sûre qu'on répondra de la même manière aux différents cas de figure de ces patientes. Donc je me dis, est-ce que ça va être, ce sera jamais exactement identique? Est-ce qu'on pourra couvrir un plus vaste panel? En tout cas, il y a d'autres entreprises qui bossent dessus, avec des technologies complètement différentes et des chirurgies différentes. Donc aujourd'hui, on est les plus avancés dans une bioprothèse naturelle, régénérative. Il y a d'autres technos avec des produits synthétiques qui sont aussi en cours de développement. Donc voilà, tant mieux, hein, on va tous. C'est la course. Et vous allez arriver à rester indépendant combien de temps avec les équipes? Alors, on n'est pas vraiment indépendant maintenant, parce que du coup, on a quand même pas mal d'investisseurs qui sont avec nous. Mais. C'est peut-être pas grave. En fait, franchement, moi je préfère qu'on soit. Alors, on n'est pas plus seul, mais on a des vrais moyens aujourd'hui et on est challengé en fait. Je trouve ça quand même plutôt pas mal parce qu'on a des gens qui sont vraiment des professionnels de ce secteur-là
qui nous challenge, qui nous demandent des comptes, qui ont aussi un vaste réseau. Donc c'est plutôt un atout, ça nous donne vraiment beaucoup de crédibilité déjà. Et en fait, ça nous tient à l'eau, hein, donc oui, on n'arrête pas, mais surtout que je m'étais dit que la levée de fonds, c'était déjà une vraie étape, j'étais très contente, je me dis, on va se reposer après, pas du tout. Ce n'est que le début, il faut tout structurer derrière, il faut s'assurer qu'on a les moyens, donc il faut le faire maintenant. Donc, mais oui. Et le labo de recherche est sur Lyon, non? Le labo de recherche est donc sur le campus de la Doua. Oh, d'accord. Et après, Quels sont vos investisseurs? alors c'est les fonds d'investissement, Oui, lesquels? lesquels GoCapital, Demeter, BPI, qui ont investi en equity. Après on a aussi Angel Santé qui a investi, on a d'autres, on en a plusieurs. Donc il y en a trois principaux, si j'ai bien compris. Oui, on va dire ça. Ouais. Et l'introduction en bourse, c'est quand? Ça fait 6 mois. Oui, les 6 mois. C'est peut-être trop tôt. Et au bout des 6 mois, est-ce que déjà tu sens ceux qui auront la volonté de franchir le deuxième palier? Alors, tous m'avaient dit qu'ils avaient la capacité, enfin, c'est les principaux, hein, qu'ils avaient la capacité de suivre par la suite. Mais c'était un peu, voilà, l'objectif, c'était de s'assurer qu'ils pourraient suivre, parce qu'ils savent qu'avec cette levée de fonds, c'est pas suffisant. J'ai encore une question. Tel que je le perçois, les interlocuteurs clés, je dirais presque les cibles, c'est les chirurgiens. Alors, oui, mais pas que. Et alors, il y a tout, parce qu'il y a plein de... Nous, on s'intéresse beaucoup au parcours de la patiente. Il y a toutes les infirmières, il y a d'annonces, il y a toutes les... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Alors, évidemment, le chirurgien joue un rôle très important, évidemment. Mais il y a beaucoup d'autres acteurs, et surtout les patientes. Il ne faut pas sous-estimer le rôle des réseaux sociaux, tous les réseaux, les associations de patientes. Ça joue un énorme rôle. Et aujourd'hui, elles ont un vrai contrepoids pour pouvoir avoir d'autres informations que juste le chirurgien. Donc oui, c'est un rôle important, mais pas que. Voilà. Donc on s'intéresse à tout cela. L'investissement total, avant d'arriver à faire du chiffre d'affaires, vous l'estimez à combien? Non, pas 1 milliard. C'est beaucoup moins, heureusement, c'est beaucoup moins que le médicament, ouf. Mais en fait, là, pour vous dire, on a fait une levée de fonds 6, on a déjà levé d'autres fonds de subventions, de prêts, donc on est presque à 10 là, voilà, donc déjà, avec le levée de fonds. On va refaire une levée de fonds de 20 millions, je pense. Enfin, rajouter encore du non dilutif. Donc, 40-50, peut-être 40-50 millions. Est-ce que vous avez peur de l'espionnage industriel? Quel est le coût? Est-ce que vous imaginez le coût final? Alors, est-ce qu'on a peur de l'espionnage industriel et quel est le coût final? Alors, l'espionnage industriel, donc c'est pour ça qu'on a tous notre portefeuille de brevets. Après, si jamais on se faisait attaquer par un gros, on n'aurait pas forcément les moyens de se défendre. Mais ce qui est bien, c'est que dans nos premiers brevets, on a quand même des universités qui sont avec nous, des institutions publiques qui nous aideraient quand même à nous défendre. Mais c'est sûr que moi, je suis intraitable sur tous les accords de confidentialité, mais il n'empêche que c'est quand même... faut faire attention à ce qu'on dit. C'est ça qui va permettre de ne pas se faire... et donc de s'assurer qu'on maîtrise bien le savoir-faire et qu'il n'est pas concentré et puis qu'il n'est pas... Ça vous inquiète pas? Ça ne m'inquiète pas. Je pense surtout que c'est pas que l'idée géniale, c'est tout le développement qu'il y a derrière, toute la documentation, tous les tests, tout ça c'est énorme. Et donc en fait, c'est ça en fait qui va faire la différence, c'est tout ce qui va avec. C'est pas que l'idée géniale, c'est tout le professionnalisme du développement d'un médicament, d'un dispositif médical, pardon, mais qui est presque un médicament. Donc c'est ça qui va vraiment faire la différence. C'est beaucoup plus que juste l'idée. Et du coup, le prix final, alors oui, on était sur un prix qui... on s'intéresse beaucoup à ça, par rapport notamment, c'est une notion de remboursement, pour avoir un vrai rationnel par rapport aux prothèses mammaires. C'est le seul produit qui existe aujourd'hui, qui soit un dispositif médical. Et donc, on aura un prix plus élevé, mais qui va vraiment se défendre sur les argumentaires du fait que les prothèses mammaires, il faut la remplacer, et pas notre produit. Voilà. Elle est de quelle classe?
Et les chirurgiens, Elle est implantable. Classe 3. Elle est Elle est en- implantable. Ah non, la prothèse mammaire, pardon. Oui, classe 3. C'est pareil, Quel est c'est le- implantable. Quel est le coût de la prothèse que vous vendez en sortie de... Vous Et ben, avez alors, du budgétisé. coup, je ne vais pas vous dire le prix parce Non. qu'aujourd'hui c'est trop tôt et puis c'est Ouais. pas, c'est une, pour le coup c'est quand même une info confidentielle, mais c'est un prix qui va être tout à fait défendable par rapport à une prothèse mammaire avec cette notion-là que une prothèse c'est pas qu'une fois dans sa vie. Qu'il faudra défendre vis-à-vis de la sécurité sociale. Ouais, C'est ça, tous ces organismes. Vous êtes certain, vous avez la garantie que vos concurrents ne font pas déjà des tests pour avoir la rumeur. Alors j'ai des concurrents qui ont un peu d'avance sur moi, mais qui ont un produit complètement différent. Avec voilà. La chirurgie n'est pas la même. C'est moins simple. Voilà. Comment ça s'appelle Plus fort, les plus femmes, fort les questions. elle répète avec le micro. Les femmes qui veulent avoir des grosses La poitrines. question. Alors pour les femmes qui veulent une augmentation mammaire, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de Tout le monde l'esthétique? veut une augmentation. Eh bien, évidemment que donc, nous, ce qui nous habite, c'est quand même le côté médical, hein, donc c'est pour ça que là, on est vraiment là-dessus. On a quand même beaucoup challengé. Pourquoi pas de l'esthétique? Le marché est beaucoup plus gros. Voilà, vous voyez. Donc on nous a beaucoup challengé. Et donc, moi j'ai interrogé beaucoup de patientes pour voir aussi les besoins. Aujourd'hui, on commence par la reconstruction mammaire parce que déjà, ça nous permet de faire des... Enfin, ça nous habite, c'est ça, voilà, ça nous motive déjà, mais hormis ça, c'est aussi pas du tout la même taille des études cliniques. Pour une reconstruction mammaire, on aura besoin d'un nombre de patientes qui sera moins important que si c'est pour l'esthétique. Voilà. Donc le coût sera beaucoup plus élevé pour l'esthétique que pour la reconstruction mammaire. Et en plus, la reconstruction mammaire, on est en train de faire des partenariats avec des hôpitaux, avec voilà, le monde médical. Ça légitime quand même plus facilement la démarche que si c'était pour l'esthétique. Donc ça m'a rassurée parce que ça a pu répondre à cette question principale qui est oui, l'esthétique évidemment, ça sera ouvert pour la suite, mais pour l'instant c'est vraiment la reconstruction mammaire. Mais, pour les investisseurs, ça fait rêver. Est-ce que vous avez des visées françaises, européennes ou internationales? Alors, Hip Shape, c'est pas pour rien. C'est évidemment des visées internationales et évidemment que du coup, vous imaginez bien, depuis le début, on est tout le temps dans tout ce qui est européen, américain, mondial, parce qu'il n'y a que le marché mondial qui permettra de pouvoir avoir un retour sur investissement pour les investisseurs. Donc on est évidemment avec une visée internationale. Et les chirurgiens, vous suivez comment? Alors, on a vraiment, enfin, ce qui est super, c'est qu'on a des partenariats avec le Centre Léon Bérard, on a un partenariat avec l'Institut de cancérologie de l'Ouest, que c'est un centre de lutte anti-cancer. On a des chirurgiens avec qui on est assez proches, on en a aux États-Unis qui nous accompagnent, hein, et on est en train de mettre en place un comité médical et scientifique avec ces chirurgiens, donc américains, français, européens. Et avec le retard. Est-ce que l'agrément que vous allez obtenir de la sécurité pour la France, est-ce qu'il est valable pour d'autres pays ou à chaque fois vous devez... Alors, il y a deux problématiques différentes. Il y a l'autorisation sur le marché, d'aller sur le marché. Donc en Europe, c'est à l'échelle européenne, c'est un marquage CE. C'est différent de ce qu'il y a aux US. Mais c'est un marquage CE qui peut aller sur tous les marchés européens. En revanche, nous, on va être remboursés. Ça, c'est une autre problématique. C'est-à-dire qu'après, c'est pays par pays. Il faut aller faire une feuille de route pour pouvoir se faire rembourser. Donc, et il faut faire un lobbying pour obtenir ça rapidement. Comment ça se passe? Vous avez déjà commencé? Alors nous, on est sur un produit où il y a d'énormes attentes et d'énormes craintes. Avec tous les scandales qu'il y a eu, les prothèses PIP comme une retirée du marché, les prothèses macro-texturées, il y a beaucoup de choses. Donc la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, elle publie beaucoup pour qu'il y ait des produits naturels qui soient développés. Et donc tous les chirurgiens sont en attente d'avoir une solution qui soit moins risquée, vraiment beaucoup. Mais pour autant, il y a quand même beaucoup de craintes, et donc c'est ultra regardé. Et ça va être vraiment on sait qu'on ne fera pas de cadeaux. Mais tant mieux, c'est important de... Il n'y a pas de risque. Mais c'est beaucoup plus naturel que celles qui existent actuellement sur le marché. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il y a un engouement et qu'il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes. Mais il faudra quand même que tous les tests qu'on va faire, ils sont costauds. Ouais. Il y a énormément d'attentes, c'est sûr. Et la médecine chinoise vous a aidé ou pas?
Bon, ça c'est mon petit jardin secret normalement. Mais... Ah bon? Non, je rigole. Et parce que... Non, mais vous voyez, moi j'aime la pensée globale, je crois. Donc j'avais besoin de m'ouvrir l'esprit. Aujourd'hui, non, il n'y a pas vraiment de lien à part le fait que c'est d'avoir différentes façons de penser et de voir les choses, voilà, différentes perspectives. C'est ça qui m'intéresse. Il n'y a pas de lien aujourd'hui direct, mais il y en aura sûrement dans l'avenir. Oui, une façon de réfléchir. Il ne doit plus y avoir de batterie. Et on verra. À l'avenir, je pense que je vais créer des ponts là. En tout cas, merci, c'est super. Voilà, Merci à vous.